Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Nous allons voyager à travers le district d'ouest en est. Nous prendrons de l'altitude également pour vous emmener à la vallée de Joux et sur les alpages. Bref, encore une édition très riche que nous vous proposons aujourd'hui. Le bureau de poste de Mitanay va prochainement fermer ses portes. Une décision qui semble irrévocable de la part de la Poste et qui fait évidemment beaucoup parler dans les deux villages, parmi les citoyens, mais aussi au sein des politiques. Alors Florian Cavalieri s'est rendu sur place et il a rencontré le syndic de Mie. La nouvelle a été rendue publique ce lundi. L'office de poste de Mitanay va fermer. Vous êtes le syndic de Mie. Expliquez-nous comment vous avez appris cette nouvelle. Eh bien, tout simplement par une prise de contact de la Poste qui se situe, je crois, au mois de mai, qui est venue nous voir et qui a demandé de garder en l'état confidentiel des entretiens que nous avons eus au départ et qui nous a expliqué que sur la base de constatations et d'une politique interne, ils envisageaient de fermer la Poste. Évidemment, pour nous, ce n'était pas une bonne nouvelle du tout. Et voilà, on a dû faire face à cette nouvelle et avoir des discussions avec les représentants de la Poste. Quelle était votre réaction? Le but pour vous, c'était de garder coûte que coûte cet office ou bien d'autres solutions pouvaient être acceptables? Bon, alors dans un premier temps, d'abord nous l'avons reçu, les représentants également en compagnie de mon collègue et syndic de Tannay, Monsieur Serge Schmitt, et puis nous avons essayé de rentrer dans la logique qui nous était présentée pour expliquer pourquoi cette poste se fermait alors qu'on avait le sentiment que la fréquentation restait importante. Il y a eu des explications chiffrées qui nous ont été présentées avec, sur un certain nombre d'années, la baisse d'un ou l'autre service, mais les chiffres qui nous étaient articulés ne nous ont pas vraiment convaincus. Donc au départ, on n'était pas très heureux, ni convaincus par la démonstration chiffrée qu'on voulait nous présenter par rapport à l'office postal en question. Cela étant, on a bien dû comprendre qu'effectivement, la Poste résonne de manière globale, que les habitudes des différents utilisateurs ont changé, qu'on a évidemment beaucoup moins de lettres recommandées, beaucoup moins de lettres d'une manière générale qui sont adressées, et que la Poste Régie fédérale, entend réagir et rester concurrentielle par rapport à ça. Voilà. Notre principale préoccupation était quand même de dire nous voulons garder un service postal, une agence postale pour pouvoir servir de près nos citoyens. Et après réflexion, je pense que nous arriverons à trouver une solution qui va dans ce sens. Ce n'est pas le premier office qui ferme. Il y a eu l'exemple de Cran. Le Conseil avait hésité à aller devant Postcom, l'office de recours finalement des communes lors d'une fermeture d'un office. Vous êtes un homme de loi. Vous pensez que c'est une solution viable ? Écoutez, une des premières questions que je m'étais posée, c'est de savoir quelles sont les chances de recours que nous avons contre une décision de cette nature. La petite étude que j'ai faite m'amène plutôt à la conclusion qu'elles sont extrêmement faibles. Le recours naturel se fait devant Postcom, comme vous l'avez dit. C'est un organisme qui n'est pas contraignant pour la Poste elle-même. C'est vrai aussi qu'on a reçu l'indication selon laquelle les recommandations de Postcom sont habituellement suivies, largement suivies par la Poste. Cela étant, je crois savoir que très régulièrement, les communes qui allaient recourir contre les décisions, se priver déjà d'une négociation un petit peu avec la Poste pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles, ce qui était un inconvénient. Et puis surtout, alors elles n'étaient pas suivies dans leur argumentation. Donc on a dû faire la pesée d'intérêt. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce lien social qu'apporte la Poste peut être apporté différemment par un autre service et que finalement le départ d'un office de poste est un mal pour un bien ? Alors un mal pour un bien, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. En tout cas, on pourrait, je pense, diminuer le mal qu'impliquerait la fermeture pure et dure de la Poste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je pense qu'à Mie, on pourrait trouver des solutions intelligentes de remplacement. Nous sommes très favorables. Donc il y a deux solutions qui pourraient être envisagées. Soit un service à domicile un peu plus spécifique, mais là, ça serait peut-être favorable pour des gens qui seraient constamment à la maison. Or, notre population est plutôt au travail la journée, soit par une agence postale qui pourrait se retrouver dans un commerce local. C'est assurément à Mie la meilleure solution, si tant est qu'on devait fermer cette poste. Et donc, c'est cette solution-là qu'on explore actuellement. Elle aurait
Un inconvénient, c'est que certains services qui sont offerts actuellement par la Poste disparaîtraient, en particulier le paiement par cash. Mais en revanche, tous les autres services, d'après ce que nous avons compris, seraient maintenus et nous serions dans une situation où alors là, ça serait un gain. D'abord, notre population pourrait avoir ce service dans la même proximité qu'on connaît actuellement. Et puis surtout, les heures d'ouverture seraient encore étendues puisque ce seraient les heures d'ouverture d'une épicerie qui serait sur place et qui ouvre de manière plus large que les heures d'ouverture que connaît actuellement la Poste de Mie. Le conseil communal de Tannay a donc été averti lundi. Vous devez encore avertir votre législatif. Comment sentez-vous ce conseil et cette annonce, ce futur conseil ? Bon, écoutez, alors effectivement, certains responsables de la commune ont été informés. Différents membres de commission ont aussi été confidentiellement informés puisqu'on nous avait demandé on était d'accord de garder cette confidentialité jusqu'à ce qu'un conseil se réunisse. Il s'avérait que d'un point de vue des agendas, c'était Tannay qui se réunissait en premier. J'ai cru comprendre dans la presse, d'après les échos que j'ai reçus, que s'il y avait une ou deux manifestations tout à fait légitimes d'inquiétude, je crois que les solutions telles qu'on les envisage à mi sont, semble-t-il, il faudrait que j'en ai un peu plus de précision, mais sont, semble-t-il, acceptées également à Tannay. Donc, pour nous, en tout cas, la réflexion va aussi en direction de l'agence. Bon, je devrais naturellement tenir compte des réactions de mon conseil communal, qui sera évidemment aussi informé lors de la prochaine séance utile qui aura lieu durant le courant du mois d'octobre. Et pour être tout à fait complet, je vous prépare ici de la position officielle de la commune de Tannay qui s'exprime par la voix de son syndic Serge Schmitt. Je cite, « La commune de Tannay a pris acte de la décision de la Poste et ne s'opposera vraisemblablement pas à cette fermeture, mais elle sera très attentive à ce que la solution de rechange ne prétérite pas les Tannérolis. » Fin de citation. À Rolle, la campagne électorale en vue de la complémentaire du 27 novembre bat déjà son plein. Le groupe Rose Vert a trouvé son candidat. Il ne souhaite pas le dévoiler pour le moment, même si tout semble indiquer que ce sera Denis Jacquet, l'ancien municipal. La droite, elle, alignera plusieurs candidats. Jean-Pierre Rolland, vous êtes le chef de groupe des Verts libéraux. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors l'idéal pour la droite, ça aurait été que vous mettiez d'accord pour ne présenter finalement qu'un seul candidat. Votre groupe ne partage pas forcément cet avis. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées, en ce sens que en tant que chef du groupe Vert libéral, j'ai eu une entrevue avec les chefs de groupe du PLR et du DC. Et nous avons effectivement longuement discuté et nous étions mis d'accord effectivement pour partir sur une liste commune, donc une seule liste avec les trois logos, donc PLR, Vert libéral et UDC sur la liste, ainsi que 3 candidats sur la liste. Il se trouve que malheureusement la loi ne le permet pas, étant donné que c'est une élection complémentaire, il y a un seul poste à repourvoir. Donc la seule solution, la seule possibilité, c'est d'avoir un seul nom sur la liste. Alors, quand j'ai communiqué ça aux membres du groupe Vert libéral, eh bien, on n'était plus tellement partant. C'est-à-dire que on n'était pas tellement d'accord de se rallier directement dès le premier tour sous un seul nom, qui n'aurait naturellement pas été le nôtre. Hein, ça c'est bien clair, ça n'aurait pas été notre candidat. Par contre, pour anticiper un petit peu, donc l'accord que j'ai pris au nom du groupe avec le groupe Vert libéral et UDC pour le deuxième tour, c'est-à-dire un accord de désistement des 2 moins bons candidats pour le meilleur, en ce qui me concerne, tient toujours, quoi. Le risque, quand même, c'est qu'il n'y ait pas de deuxième tour et que le candidat de la gauche soit élu dès le premier. Alors, effectivement, c'est une élection qui est prévue à 2 tours, pour autant qu'aucun candidat n'obtienne la majorité absolue au premier tour. À titre personnel, je vous dis franchement, je ne pense pas qu'il y aura un candidat qui... si tous les partis présentent un candidat, je pense que ce sera difficile pour un candidat, fût-il très, très populaire et très connu, d'obtenir la majorité absolue. Voilà, c'est un fait. Mais quand même, si la gauche part unie avec un seul candidat, en l'occurrence, si c'est Denis Jacquet, il a quand même une notoriété qui est déjà établie à Rolle. Et si de l'autre côté, on a la droite qui part divisée, où forcément, du coup, les voix vont être partagées, vous prenez quand même le risque
de voir ce candidat de la gauche unie obtenir cette majorité absolue? Alors, je vous répondrai de la manière suivante. Supposons un instant, pour répondre à votre question, que la droite parte avec un seul candidat qui sera un candidat PLR sur une seule liste, avec le soutien des deux petits partis, entre guillemets, de droite. Je suis pas certain, je suis même absolument, je veux dire, convaincu que... comme j'ai expliqué à mes collègues, qu'il n'y aurait pas forcément un report des voix, ou pas un report complet des voix des sympathisants UDC et des sympathisants Verts libéraux sur un candidat PLR au premier tour. Il risquait d'avoir un petit peu ce que j'appelle du coulage, c'est-à-dire des gens, de nos sympathisants qui, entre guillemets, n'écoutent pas les consignes de vote et qui restent à la maison ou qui ne votent pas ou qui ne reportent pas. Alors, ce que j'ai aussi envie de dire par rapport à ça, parce que j'ai effectivement déjà entendu ce genre d'écho, c'est que si la droite n'est pas capable, à 3 candidats, de rivaliser contre la gauche, alors c'est qu'elle doit se remettre en question. Franchement, il y a un problème là. Bon, à droite, enfin, surtout du côté du PLR et de l'UDC, on regrette évidemment cette position. Je cite par exemple Corinne Petitpierre, la présidente de l'UDC Roll, qui s'est exprimée notamment sur les réseaux sociaux. Une droite unie qui part avec un seul candidat peut gagner, une droite désunie perd, c'est mathématique. Je n'ai pas la même notion, je ne fais pas le même calcul mathématique qu'elle. Comme je viens de vous dire, j'entends, si vous faites, à mon avis, une liste avec 3 candidats de droite, si vous cumulez le résultat, c'est absolument impossible qu'elle fasse moins de voix qu'un seul candidat unique de la droite. Je ne vois pas mathématiquement comment c'est possible. Je viens de vous expliquer que... Ouais. Alors, qui pour représenter les Verts libéraux à cette élection? On parle de Laurence Bermejo-Dubois. Alors écoutez, je ne suis pas encore en mesure de vous révéler un nom. Ce n'est pas que je ne veux pas le révéler, c'est qu'on a encore en fait on avait un candidat, mais il y en a un second qui s'est déclaré lors de nos dernières séances. Et par mesure d'équité, je ne préfère pas citer de nom, mais on aura donc une décision à prendre entre 2 candidats à notre prochaine rencontre qui doit encore être agendée. On attendait que je fasse cet entretien à la télévision pour choisir une date pour nous rencontrer. Mais soyez sûr qu'on le communiquera dès qu'il sera connu, quoi. Merci beaucoup Jean-Pierre Rolland. Je rappelle que vous êtes le chef de groupe des Verts libéraux à Rolle. Et on aura certainement l'occasion de se recroiser d'ici au 27 novembre, date du premier tour de cette élection complémentaire. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. On reste à Rolle avec le port de Rolle qui sera bientôt en chantier. Les travaux d'extension et de rénovation vont permettre d'augmenter la capacité du port de 140 places. Mais pour mener à bien ce chantier, il faut tout d'abord vider le port, déménager tous les bateaux, et ce, avant lundi prochain. Alors Rodolphe Henner est allé se rendre compte de l'avancement de ce vaste déménagement. Les travaux du port vont bientôt commencer. Il faut d'abord évacuer tous les bateaux. Alors oui, en effet, les travaux du port vont commencer le 3 octobre, lundi 3 octobre. Et d'ici là, il faudra vider le port de tous ces bateaux. À l'heure actuelle, nous avons 305 bateaux, dont on a estimé 150 avaient des places privées. Donc le reste va être amené sur des parkings communaux et une partie restera dans des ports voisins. Nous avons le port de Prangin et le port de Cran qui nous ont offert des places. Et sinon, nous avons le port de Vidy. Donc les communes voisines ont joué le jeu avec Rolle. Bien sûr, à charge de revanche. Si un jour ils veulent refaire leur port, c'est clair qu'ils vont nous demander des places et puis on va leur accorder. Combien de mois de travaux sont prévus pour ce nouveau port? Alors, normalement, les travaux vont commencer, comme j'ai dit, le lundi 3 octobre et on espère qu'ils finiront le 1er juillet 2017. Une augmentation des nombres de places? Oui, 142 places. À peu près, non, pas tout à fait, parce qu'il y a 305 places maintenant et on aura 442 places. Comment est-ce qu'on organise le déménagement d'autant de bateaux? Alors déjà, annuellement, chaque année, il y a 150 bateaux qui sortent et qui se débrouillent eux-mêmes sur les 300, donc la moitié. Il y en a à peu près 20 qui venaient sur le parking que vous avez juste derrière vous. Et le reste restait à l'eau, environ 125 à 135 bateaux restaient dans l'eau. Et cette fois, on leur a conseillé de sortir leurs bateaux. Et il y en a 26 exactement qui veulent qu'on leur trouve des places dans d'autres ports. Donc on a mis 6 petits bateaux qu'on a pu placer dans le port des Vernes. Elles restent dans les ports voisins. Et il y en a une trentaine de personnes qui se sont débrouillées par eux-mêmes, qui ont des connaissances, qui ont été dans d'autres ports. Elles sont sorties sur les parkings réservés à cet effet, vers la plage et vers la déchetterie.
Aujourd'hui, on est lundi, il reste une semaine pour que tout le monde soit parti. Est-ce qu'on est dans les temps? Ouais, c'est un peu juste, mais je pense que les gens vont se précipiter les derniers jours. Parce que là, actuellement, je pense qu'il reste environ 125 bateaux à l'heure actuelle. Donc ça va être un peu la course, je pense. 125 bateaux à sortir du port, ça va créer des embouteillages. Non, parce que bon, là-dessus, il y en a 50 qui vont partir par l'eau. Donc c'est pas trop un problème, mais il reste à peu près 75 à 80 qu'il faudra sortir. À la grue, il n'y en avait plus beaucoup, à peu près une quinzaine. Et le reste seront sortis sur des remorques, donc ça va relativement vite sur des remorques. Il y aura peut-être bientôt des éoliennes à la vallée de Joux. En tout cas, les électeurs du Chenit ont approuvé à une large majorité le projet Éoljoux qui prévoit la construction de 7 mâts sur l'alpage des grands plats de Bise et de Vent au Brassus. Voici le reportage de nos confrères de Val TV qui sont allés recueillir les réactions des principaux concernés à l'issue de ce scrutin. Par 1094 voix contre 648, les citoyens de la commune du Chenit ont accepté la décision du conseil communal prise lors de la séance du 23 novembre 2015 en faveur du plan partiel d'affectation d'Éoljoux. Le résultat de la votation populaire du 25 septembre dernier réjouit les porteurs du projet. Alors ce oui, c'est une victoire pour la population de la vallée de Joux et pour la vallée de Joux dans son ensemble, puisque c'est clair que c'est la commune du Chenit qui votait pour l'affectation du sol, mais c'est un projet de la vallée de Joux. Donc c'est les 3 communes qui vont pouvoir porter ce projet. Et puis c'est une victoire, c'est sûr, aussi pour l'environnement, pour la nature, pour la transition énergétique, etc. Donc c'est un très très bon résultat et je me réjouis. Par contre, cette validation du plan partiel de l'affectation fait l'objet d'un recours au tribunal cantonal, un recours déposé par 5 associations de protection de la nature. Donc maintenant, le tribunal cantonal va devoir traiter ce recours. C'est une procédure qui peut durer 1 année et demie à 2 ans. Ensuite de ça, on peut aller avec un autre recours au tribunal fédéral qui peut durer 1 année. Donc on peut imaginer que d'ici 2 à 3 ans, le plan partiel d'affectation soit définitivement validé. À partir de là, on pourra partir sur la procédure du permis de construire, qui là peut durer de 1 année à 3 ans aussi en fonction des recours et des oppositions. Les grands plats pourraient rester encore vierges de toute éolienne pendant encore plusieurs années, un temps que mettront à profit les opposants de l'association Éolienne Vraiment, pour qui le résultat de ce référendum ne sonne pas le glas du combat. Alors tout ne s'arrête pas, au contraire, et le temps va jouer pour nous. C'est clair qu'il y a des recours qui sont actuellement au niveau de l'État, et puis ensuite il y a encore la partie française qui a moyen de faire des recours au niveau européen. Et je crois savoir c'est ce qu'ils vont faire si tout est débouté en Suisse. Donc on est parti pour une longue période. Donc d'ici là, ça nous permet quand même d'informer la population parce qu'il y a l'avenir de l'éolien. Actuellement, on remarque que l'Allemagne, la France est en train de douter de ces parcs éoliens et de l'efficacité de l'énergie éolienne. Donc c'est tout bon pour nous parce que au moment où on devrait peut-être réaliser ce parc, c'est pas sûr qu'on investisse là-dessus, sachant, disons, la mauvaise énergie qu'est l'éolien. On est très content. C'est magnifique. On peut c'est 27-30%, on arrive à 37%. C'était inespéré pour nous. Quand on pense qu'il y a 1 année, un peu plus d'1 année, on était à 0%. Donc, dans les pétitionnaires signataires 250 de la commune du Chenit, et à l'heure actuelle, on voit qu'on a 650 personnes environ qui sont avec nous. Donc, on voit que ça progresse et ça continuera comme ça. Alors, tout le monde est content du côté de la vallée de Joux. Alain Zwickart, vous êtes municipal à Essertines-sur-Rolle. Bienvenue. Bonjour. On charge notamment de l'énergie. Vous étiez déjà venu sur ce plateau pour nous parler du projet éolien qu'il y a à Essertines-sur-Rolle. Un mot d'abord justement sur ce scrutin. Le fait que les Combiers aient dit oui, enfin
les électeurs du Cheny, et il dit oui quand même à une large majorité. C'est réjouissant pour vous, qui portez un projet tel que celui de la vallée? Bien entendu, c'est un signal extrêmement positif, mais il faut remettre ça dans un contexte. C'est un travail de longue haleine. Je me suis entretenu aussi avec le syndic du Cheny, lequel m'a dit qu'il était porté par la municipalité tout d'abord, qui a été suivi par le conseil communal du Cheny, et puis enfin cet aboutissement par, si on veut bien, une confirmation de la population du Cheny, qui, je crois savoir, a été aussi soutenue par d'autres communes de la vallée de Joux. C'est réjouissant pour le projet éolien. Le reportage nous le montre aussi. C'est un projet pour lequel il y a encore beaucoup de travail et bien entendu encore des recours qui sont pendants. Et donc, on est encore dans l'attente d'une décision. Alors, est-ce que ça vous donne justement des ailes, sans mauvais jeu de mots, de l'énergie justement pour aller de l'avant avec votre projet? Bien entendu que le projet Dessertines a débuté en 2009, donc c'est déjà pas hier, on peut presque parler d'avant-hier. C'est un projet qui a failli être arrêté totalement, qui a été réintroduit très récemment dans le planning cantonal. Ça, c'était une jolie victoire aussi pour nous, municipalité, et qui réjouit aussi les membres de notre conseil général qui nous ont toujours suivis quasiment à l'unanimité dès le départ pour ce projet. Bien entendu que le chemin est encore long, il sera parsemé d'embûches, on nous espérait qu'il aille le plus loin possible. Est-ce que vous avez l'impression que finalement les mœurs changent et que les gens prennent finalement conscience de plus en plus que l'éolien, c'est aussi l'avenir, c'est le futur, et qu'on peut faire abstraction du côté paysage et de l'impact au niveau de la vue pour justement mettre à profit finalement le rendement et l'utilité de ces éoliennes? Alors d'abord, je pense que cette votation va permettre à certains de réfléchir encore sur sa position. Je pense que l'acceptation est locale, elle est différente de l'endroit où on se trouve. C'est vraiment quelque chose qui reste de l'appréciation d'une population qui est locale. On voit le projet de Dayan qui a été annulé. On voit, il y a eu des discussions sur le projet de Bière. Le tollé est venu d'un petit village voisin. Ça a remis en discussion ce projet-là. On s'aperçoit que celui des Sertines ne faisait pas beaucoup discuter jusqu'à aujourd'hui. Une association s'est créée de manière à s'opposer à ce projet. Et l'avenir dira quelle sera l'acceptation locale et jusqu'où pourra aller le projet à l'avenir. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui justement avec le projet? Vous aviez dit que vous alliez aller à la rencontre de la population justement pour la tenir informée. Tout à fait. Alors une démarche est en cours et puis la population est invitée à participer à des ateliers à partir de la semaine prochaine. Donc les populations des Sertines et de Saint-Oyen ont été invitées, elles ont répondu et une association se chargera de mettre sur pied ces discussions où les gens pourront s'exprimer au sein de ces ateliers, donc jeudi prochain. J'ai vu passer un calendrier qui dit 2017, dépôt d'un dossier auprès du canton pour examen préalable, 2018, demande de permis de construire, 2019, construction du parc, 2020, mise en service. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Mais c'est théorique, ça. Mais bien entendu. Bien entendu que c'est théorique. On voit le temps qu'il faut pour développer un projet. On voit ce qui se passe dans d'autres communes. On s'aperçoit aussi qu'il faut franchir toutes ces barrières pour arriver à le faire. Alors, on est encore bien loin d'avoir une solution. Merci beaucoup Alain Zwickart d'être venu nous parler donc de ce projet éolien à Essertines-sur-Rolle. On aura là aussi évidemment largement l'occasion d'y revenir ces prochaines semaines et ces prochaines années même, je crois. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous parler maintenant des quartiers solidaires de Nyon, un projet mené conjointement par l'association Pro-Senectute-Vaud et la ville de Nyon. Le but, c'est de faciliter l'intégration des personnes âgées au sein de leur quartier afin d'améliorer leur qualité de vie. Florian Cavalieri a assisté à la présentation et il va tout nous dire. Quelle est la méthode quartier solidaire? Quelle est cette recette magique qui crée le lien intergénérationnel? Eh bien, c'est de donner finalement du pouvoir aux seniors, c'est-à-dire de leur délivrer le message, vous avez un rôle à jouer dans la société, prenez votre vie en main, prenez votre rôle en main, ceci dans votre communauté, avec les autorités communales, et vous allez pouvoir créer quelque chose d'intergénérationnel et en mixité sociale. Il faut aussi d'autres éléments, il faut un local de quartier et puis des animateurs.
C'est important d'avoir un local de quartier car finalement c'est ça qui réunit les gens autour d'un lieu, d'un objectif. Et puis des animateurs, c'est important au début parce qu'il faut une courroie de transmission, il faut un peu de méthodologie et c'est ce que ProSenecTute propose. Et ensuite nous nous retirons et les gens ont blanc-seing pour travailler et faire vivre leur quartier. Alors ici, on est là pour fêter 12 ans de réussite et un développement nyonnais en pleine expansion, mais c'est aussi l'occasion de lancer un appel aux autres communes. En effet, parce que nous constatons que la population vieillit, que les municipalités vont être face à des défis majeurs, vieillissement de la population, et nous avons l'intime conviction qu'elles auraient bien raison de nous contacter ou respectivement de faire un bilan de santé de la manière dont les aînés sont intégrés dans leur commune. La démarche a débuté en 2008 à Nyon, désormais c'est 2 quartiers solidaires et d'autres à venir. Alors 2 quartiers solidaires, mais je dirais comme 4 quartiers, puisqu'on a le quartier de la Levrate qui fonctionne aussi bien, qui a son local de quartier. La Redoute aussi, même si ce ne sont pas 2 quartiers issus de la démarche quartier solidaire, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces quartiers, les quartiers qui possèdent en local. Mais oui, nous avons des projets pour le futur, en projet déjà 2 projets qui sont déjà identifiés, celui du Ston, avec le projet de la CODA, où nous aurons un local de quartier. Nous voulons aussi créer une vie de quartier. Alors, est-ce que nous utiliserons la méthode quartier solidaire ou pas? Il est trop tôt pour le dire. Et puis, au Jardin du Couchon, où là, il y aurait aussi un local de quartier et même peut-être une maison de quartier, quelque chose d'un peu plus grand qui répondrait à ce besoin de vie de quartier, mais qui répondrait aussi aux besoins du quartier avec le restant du nord de la ville, qui a aussi besoin qu'on développe des activités, des locaux pour que les gens puissent se rencontrer, de lutter contre l'effet banlieue de l'agrandissement de la ville de Nyon. Est-ce que c'est facile de maintenir l'énergie une fois qu'on devient autonome? Ah oui, alors ça, les seniors, ils en ont de l'énergie. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas encore senior, mais ils me fatiguent. Non, ils sont formidables. Ils ont une énergie formidable. Puis ils ont le temps. Quoique, oui, ils sont toujours très occupés. Non, ces démarches quartiers solidaires sont de plus en plus connues, ça intéresse de plus en plus de monde. Les gens ont ça à côté de chez eux, ça ne les intéresse pas forcément. Puis tout d'un coup, le besoin est là. Enfin, on rencontre toujours des nouvelles têtes et forcément que dans tout ce lot de nouvelles personnes qui soit viennent profiter des activités ou s'impliquer quelque peu, parmi celles-là, il y a toujours de quoi faire, un noyau de comitards dans un comité. Le Parti socialiste vaudois a tenu congrès cette semaine. Au menu, plusieurs dérogations qui ont été délivrées, notamment à Pierre-Yves Mayer, qui pourra ainsi briguer un nouveau mandat au Conseil d'État. 3 députés ont également obtenu des dérogations pour un mandat supplémentaire au Grand Conseil. Il s'agit de Roxane Meyer-Keller, Nicolas Mottenberg et Fabienne Frémont-Canton. La municipale lyonnaise souhaite donc rempiler. En compagnie de Rodolphe Fenner, elle revient également sur cette rumeur qui fera d'elle une candidate au gouvernement cantonal. Madame Frémont-Canton, il vous fallait une dérogation pour pouvoir briguer un 4e mandat au Grand Conseil. Vous l'avez obtenu mardi soir. Expliquez-nous. Oui, c'était une soirée intense. Pierre-Yves Mayer, qui devait obtenir lui aussi une dérogation pour un autre mandat au Conseil d'État, plus 3 députés, devions faire un discours et convaincre près de 400 personnes, le congrès du Parti socialiste vaudois, à nous accorder une dérogation pour un ultérieur mandat. Les 4 personnes ont obtenu cette dérogation, mais c'était âprement discuté, débattu. Je suis très contente et très touchée aussi d'avoir eu le soutien du Congrès, largement obtenu. C'est bien, c'est rafraîchissant. Vous nous rappelez votre score, puisqu'il y a eu un score hier. Alors sur les 3 députés, je suis la députée qui est la mieux sortie dans les scores, 78% de soutien, ça fait chaud au cœur. Alors, il y a des dérogations, c'est bien, ça permet de contourner les règles, mais qu'est-ce que la règle dit à la base? Pourquoi on ne veut pas de politiciens qui se présentent plus de 3 mandats?
Non, alors la règle, on permet 3 mandats, mais on permet aussi la dérogation pour des cas à justifier. Donc là, on était complètement dans la règle. Il y avait ces 3 députés et le conseiller d'État qui avaient des bonnes raisons de demander des dérogations. C'est ce qui a été fait. Mais l'idée du Parti socialiste, c'est que les gens ne doivent pas s'éterniser dans un mandat et il faut favoriser la relève. Donc pour favoriser la relève, il ne faut pas que les gens restent éternellement en place. On attendait mardi soir lors de ce congrès socialiste une nuit des longs couteaux, notamment avec le cas d'Anne-Catherine Lignon. Elle s'est désistée quelques jours avant. La soirée s'est donc bien passée. Il n'y a pas eu de tragédie chez les socialistes. C'était une soirée très très plaisante. C'était un air un peu de fête, de réjouissance, de communion aussi, de tous se retrouver. Ça fait du bien, je crois, à tout le monde. C'est vrai que les dernières semaines étaient assez tendues. Alors, Anne-Catherine Lignon s'en ira. Votre nom circule parmi les papables. Est-ce que le Conseil d'État vous intéresse ? Alors j'ai vu les journaux, j'ai entendu la radio, la télévision. Ça fait évidemment très plaisir d'avoir son nom mentionné. Mais une chose à la fois, là j'ai obtenu ma dérogation. C'était vraiment ce qui importait. Donc on verra. Et puis naturellement, vous restez municipal à Nyon. Il y a du travail là aussi. Alors il y a plus que du travail, c'est absolument passionnant. Moi j'ai des nouveaux dossiers, soit dans la culture, soit dans les espaces verts et les forêts. J'apprends des nouveaux métiers, entre guillemets, à connaître des nouvelles gens. C'est très riche, très intéressant. Il y a énormément de défis à Nyon. La Désalpes de Saint-Sergue a eu lieu le week-end dernier, un événement incontournable de la fin de l'été. Même les chaînes de télévision françaises s'y intéressent et NRTV y était évidemment. Maria Pineiro a suivi les préparatifs au sein d'une famille qui a passé l'été sur la montagne. Samedi matin, la famille Morax s'est réunie au complet, amis compris, à l'alpage de Couvalou de Saint-Sergue. Après la traite du matin, place au petit déjeuner, le dernier en altitude avant les Désalpes des Bêtes. Elles en ont marre, elles ont envie de descendre, elles ont envie d'aller dans une autre herbe, elles n'ont plus envie de chercher toute la journée à manger parce qu'il y a moins d'herbe. La famille Morax monte à l'alpage depuis plus de 70 ans, une tradition qui passe de génération en génération. Mon grand-père et mon père montaient déjà sur cet alpage, donc je suis né avec ça et puis... La Désalpes, ça fait partie des traditions d'une journée depuis que je suis tout petit. La quarantaine de vaches et de génies sont passées 4 mois là-haut. Un changement bénéfique pour les animaux. Moi, je les trouve plus calmes. C'est-à-dire qu'elles ont moins peut-être le ressenti du stress que nous, on a peut-être en plaine parce qu'on a d'autres contraintes, il y a des cultures à faire, donc on est peut-être plus stressé avec elles que ici en montagne, on s'occupe d'elles, quoi. Donc on a le boulot là. Si on va faire du boulot ailleurs, elles sont tranquilles dans les pâturages et puis elles ont tout le temps de regarder les touristes passer. Malgré des conditions de vie rustiques, les Morax passent toute leur nuit d'été au chalet d'alpage. On vit avec les vaches, quoi. C'est les vaches qui sont plutôt chez elles et puis nous on est chez les vaches, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être à l'alpage en été ? Le bon air, le calme de ce bel alpage et ce changement de rythme. Lorsque l'été touche à sa fin, l'herbe commence à se faire rare, les matins sont un peu plus frais. Le troupeau va donc rejoindre ses quartiers d'hiver à Trélay dans l'exploitation familiale. Mais avant de redescendre, il y a quelques préparatifs. Ça fait 15 jours qu'on prépare, moi que je prépare pour les fleurs. Et mon mari, ça fait quelques jours aussi. Les animaux seront aussi nettoyés et brossés avec soin pour participer aux festivités. Depuis quelques décennies, Saint-Sergue organise une grande fête populaire pour la Désalpes. Vaches et éleveurs sont mis à l'honneur. C'est une belle fierté, c'est pour ça qu'on fait en sorte d'avoir des belles vaches, des belles cloches, des beaux bouquets et d'être aussi nous-mêmes avec nos plus beaux atouts. Après l'hiver au chaud, humains et animaux reprendront en juin le chemin du chalet d'alpage pour 4 mois d'été. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la suite du programme sur NRTV, on va parler sport, culture et puis le débat, évidemment. Si vous avez manqué quelque chose, nrtv.ch, c'est notre site internet et puis notre page Facebook. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.